Bonjour à tous. Donc oui, donc la prochaine demi-heure, on va causer Content Factory. Je pense que vous êtes déjà au courant de ce qu'est une Content Factory, en tout cas la plupart d'entre vous. La Content Factory, c'est un dispositif organisationnel en fait qui permet à une marque de produire des contenus, de produire des contenus de qualité régulièrement et à forte valeur ajoutée avec une notion aussi de fluidité. Pour parler justement, donc j'arrive après David, donc c'est tout de suite compliqué, mais pour m'accompagner tout au long de cette conférence, je vais avoir Nicolas Ragonneau à côté de moi, comme vous l'avez pu le voir. Donc c'est un auteur, c'est un journaliste, c'est un homme un peu qui aime les mots, tout simplement. Et là, il intervient en tant que responsable marketing chez Assimil, et durant tout le fil en fait de notre présentation, Nicolas va pouvoir finalement nous faire son retour d'expérience sur la mise en place de la Content Factory qu'on a fait avec lui sur Assimil depuis maintenant 10 ans. Voilà. Alors le contexte. Alors j'ai envie de dire que pour mieux comprendre ce qu'est une Content Factory, on est obligé de passer par là, puisque le contexte va nous permettre de mieux comprendre le développement actuel de ce dispositif organisationnel. Il y a de plus en plus de vent en poupe, de plus en plus de marques le mettent en place. Pourquoi ? La première, c'est l'infobésité. L'infobésité, on est tous, j'allais dire, convaincus, on est tous exposés. Si on regarde cette infographie qui est issue de Think with Google, le consommateur a de plus en plus de choix, de plus en plus de marques sont sur la toile, de plus en plus de publicités arrivent vers l'internaute et de plus en plus de contenus sont diffusés et publiés. Une petite anecdote, si on regarde l'infographie, je ne sais pas si vous avez été à New York en bas de la tour Eiffel, en bas de la Statue de la Liberté, mais aujourd'hui, un internaute scrolle environ 92 mètres de contenu par jour, c'est énorme, c'est donc la hauteur de la Statue de la Liberté, ce qui fait pas mal de contenu. La deuxième chose, c'est un comportement qui évolue. Nous sommes, alors selon une étude qui a été faite par Médiamétrie en 2022, nous sommes 45 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire 3 Français sur 4. On utilise 2h18 Internet, ça remonte pour les étudiants d'Epitech à 4 heures si on est entre 15 et 24 ans, si on a entre 15 et 24 ans. On utilise Internet via son mobile. Et donc 75%, pareil, quand on fait partie des gens un peu plus âgés, et ça remonte à 93% quand on a entre 15 et 24 ans. Donc un comportement qui évolue, et un parcours d'achat qui est de plus en plus complexe également, et beaucoup moins linéaire. On le voit, donc on commence par une prise de conscience, j'allais dire, au début de notre parcours d'achat, pour aller jusqu'au plaidoyer, en passant par plein de phases qui sont la découverte, la considération, conversation, achat, fidélisation, service. Et enfin, on va pouvoir finir et terminer notre parcours d'achat. Il faut savoir, et ça rebondit un petit peu sur ce que disaient Mathieu et David au début, dans la première conférence, c'est que tout au long de ce parcours d'achat, l'internaute va passer d'un support à l'autre, d'un écosystème à l'autre, et le challenge du marketeur, justement, ça va être d'aller pouvoir récupérer et de chercher l'interaction avec l'internaute à chaque étape et à chaque moment du parcours, quel que soit le support sur lequel il va chercher l'information. Enfin aussi, enfin pas encore, mais un algorithme qui est en perpétuelle évolution. Pour ceux qui connaissent un petit peu le SEO, et je pense que vous êtes nombreux, la dernière mise à jour qui a impacté la rédaction de contenu, c'est bien évidemment Helpful, qui prône un contenu qui est pertinent, qui est utile, engageant. On le voit de plus en plus, Google sert la réponse à l'internaute, on le voit notamment avec les futurs snippets, cette fameuse réponse position 0, qui intervient avant tous les résultats, et qui livre une réponse directement à l'internaute, en fait, sans qu'il ait à aller plus loin. Et ce système, pareil, de qualité, qui est mis en avant par Helpful, est aussi appuyé par le système d'évaluation de contenu. Pareil, je crois que Mathieu et David en ont parlé. C'est EAT, donc expertise, autorité et fiabilité, confiance, qui a été enrichi d'un E, qui est devenu EEAT, pour intégrer l'expérience utilisateur dans la lecture d'un contenu. Donc tout ça nous montre bien que la qualité, c'est au rendez-vous, et ce n'est pas parce qu'on est dans une Content Factory qu'on doit oublier cette notion de qualité pour venir justement produire en masse, comme pourrait, j'allais dire, le susciter le terme usine avec la Content Factory. Et d'ailleurs, Nicolas et moi, on aime beaucoup parler de
finalement de fabrique à contenu. On a ce côté un petit peu plus artisanal et qui remet la qualité au centre. Oui, c'est un peu un magazine et un journal en même temps. Un journal parce qu'on a une obligation de faire des contenus, des articles qui parfois épousent l'actualité de la marque, mais aussi un magazine parce qu'on doit prévoir à plus ou moins long terme des articles qui peuvent être des marronniers, qui peuvent être des contenus froids. Donc de ce point de vue-là, ça ne diffère pas totalement de la rédaction d'un magazine. Complètement. Un autre élément de contexte qu'il faut prendre en compte, c'est le contexte de crise actuelle. On ne peut pas l'ignorer, crise sociale, crise économique, crise internationale. Et au milieu de ce contexte, les marques, elles doivent pouvoir optimiser leur budget, elles doivent pouvoir avoir encore plus de résultats. Donc la Content Factory, pour ça, on le verra plus tard, c'est un bel argument. Et enfin, les tendances éditoriales et les outils qui émergent. Alors certains ont déjà été cités également. Alors il faut comprendre qu'ils sont pour moi plutôt complémentaires qu'antagonistes. On a souvent l'impression que les gens les opposent. Ce n'est pas forcément vrai. Il y a les outils d'aide à la rédaction qui sont de plus en plus présents. On les utilise ou on ne les utilise pas, chacun fait comme il veut, j'ai envie de dire. Il y a l'IA, bien évidemment, qui vient tous nous challenger. On ne sait pas comment on va y répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la rédaction, on va avoir à travailler avec, que ce soit au niveau de l'image, de la vidéo et des contenus, bien évidemment. Il y a aussi cette tendance du slow content. David en a parlé aussi brièvement. Le concept, c'est vraiment le paradigme du mouvement architectural contemporain. N'est-ce pas, Nicolas? Tu veux parler du Bauhaus, oui. Par exemple. Donc, qui est on fait mieux, mais moins, less is more. Et enfin, le snack content aussi, qui répond complètement à ce parcours d'achat, puisque le snack content, ça va être le petit contenu qui est consommable assez facilement et qui va pouvoir venir justement dans ce parcours d'achat. Quand l'internaute, il faut aller le chercher sur un réseau social quel qu'il soit, on va pouvoir utiliser le snack content qui est bien souvent finalement une adaptation des contenus qu'on a déjà mis en ligne sur notre site ou sur notre blog. Donc si on en revient un petit peu au dispositif lui-même de la Content Factory, déjà il faut savoir qu'il n'existe pas de modèle type et que ce n'est pas un modèle qui est destiné aux grosses structures. On peut très bien le mettre en place dans des plus petites structures à une échelle moindre, mais la question c'est de raisonner de la même façon. Déjà un dispositif organisationnel qui peut être soit permanent au sein de l'entreprise, d'une marque, c'est-à-dire que là, vous répondez à un besoin qui va être constant, soit ça peut être un dispositif qui est ponctuel, et là, par contre, vous allez le mettre en place, par exemple, pour un événement, pour un lancement de projet, et de façon très exceptionnelle. Vous pouvez aussi l'internaliser. Dans ce cas-là, vous êtes dans une fabrique à contenu qui est interne, la marque prend en charge l'intégralité des contenus, ou alors vous êtes sur un modèle externe, et là, bien souvent, c'est sous-traité à une agence. Il y a aussi ce qu'on appelle le modèle hybride, c'est le cas avec A6000, on y reviendra tout à l'heure, c'est le cas avec A6000, où là, finalement, il y a une collaboration entre la marque et l'agence qui va pouvoir proposer à son client avec qui il travaille un modèle d'organisation type, on en parlera tout à l'heure. Donc, ça, j'allais dire, c'est structurel. Maintenant, nous pouvons aussi, et c'est même primordial, c'est quel que soit le modèle de Content Factory que vous allez choisir, il va falloir s'appuyer sur ces 3 pivots qui sont au préalable l'analyse des besoins, le centre de production, la Content Factory elle-même, et la partie diffusion. Les besoins, si on prend cette première partie, les besoins, bien évidemment, il va falloir prendre en compte, et c'est là où c'est peut-être un petit peu plus compliqué, il va falloir prendre en compte tous les besoins au sein de votre entreprise, au sein de la marque. Ça peut être des besoins de content marketing, donc issus du consommateur, ça peut être des besoins de brand content, ça peut être des besoins des équipes commerciales, des équipes de communication, des équipes digitales. Il va falloir prendre en compte tous ces besoins et les consolider. Et puis ensuite, il y a évidemment le cœur de métier qui est la Content Factory, et on viendra voir cette partie plus précisément dans la 4e et dernière partie de cette présentation. Quelles sont les compétences qu'on va mettre en face pour répondre aux besoins? Est-ce que j'ai besoin de chef de projet, de rédacteur, de juriste, de content manager? Voilà, tous ces gens qui vont pouvoir travailler à la production de contenu
pour une meilleure diffusion sur les sites, sur les blogs, sur les différents supports, sur les différents réseaux sociaux, les documents même internes de l'entreprise, voire pourquoi pas encore des plaquettes, s'il y en a qui ont des plaquettes, ça peut servir. L'idée, justement, c'est de pouvoir prendre les besoins en amont, les consolider, les travailler et les rediffuser par rapport aux besoins internes et de l'internaute, ce qui nous permet d'optimiser franchement nos coûts et de ne pas faire d'efforts supplémentaires. Et là, on rentre complètement dans cette fameuse tendance du slow content, et aussi dans ce que disait, je crois, Mathieu, votre contenu, une fois qu'il est publié, c'est bien, vous avez bâti votre patrimoine éditorial, maintenant il faut le faire vivre. Donc pourquoi faisons-nous des content factory? C'est la grande question. La première chose, c'est bâtir son patrimoine éditorial, je le disais. Il ne faut pas oublier que finalement, le contenu, c'est la matière première de votre communication. C'est ce qui va vous permettre, à chaque étape du parcours, d'aller récupérer l'internaute, de pouvoir agir et de pouvoir finalement créer une interaction avec lui. Ce qui veut dire, c'est qu'il va falloir toujours créer du contenu, le bon contenu, au bon format, pour toucher une cible avec le bon message et le diffuser sur le bon endroit. Ce qui permet d'acheter en plus sa liberté. Complètement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La première liberté qu'on achète, c'est une liberté aussi vis-à-vis des réseaux sociaux. Je vois des gens qui postent des choses très intéressantes sur Facebook ou sur Instagram, mais au fond, leur contenu est visible parce que l'algorithme d'Instagram, de Facebook ou de Twitter veut qu'il soit visible. Avoir un blog, c'est acheter sa liberté d'expression. Alors évidemment qu'on est tributaire aussi de la visibilité que Google nous accorde, j'en suis tout à fait conscient, c'est bien pour ça qu'on fait du SEO. Mais si demain, par exemple, Apple fait ce moteur de recherche, Google ne sera plus en position, à mon sens, d'hégémonie. Donc acheter sa liberté, ça veut dire ça. C'est aussi une liberté commerciale. Pour une marque comme Assimil, qui est un éditeur d'apprentissage de langue et de livres d'apprentissage de langue depuis près d'un siècle, c'est ne pas être totalement tributaire d'Amazon. J'entends des éditeurs qui disent « Bon, la part de marché de mon entreprise sur Amazon, c'est 30 à 40% et je le déplore. » Nous, c'est 10 à 12%, pas davantage. Et je trouve intéressant qu'on puisse vendre en direct au nom de cette marque et ne pas être tributaire à la fois d'Amazon ou de Fnac.com. Donc acheter sa liberté, c'est à la fois une liberté d'expression et une liberté commerciale, à mon sens. Ça va rejoindre un petit peu donc, le deuxième enjeu qui va être de servir votre marketing global. C'est important que la marque, à travers sa politique de brand, donc ses valeurs, son histoire, associée à une politique de content marketing, donc qui est beaucoup plus axée consommateur, puisse se rendre visible en fait sur tous les supports. Avant, donc si on regarde, c'est toujours issu de l'infographie de Think with Google. Avant, pour être présent finalement sur un marché, il suffisait d'être là, être le meilleur, être le plus gros, avoir la plus grosse devanture. Maintenant, c'est différent. Il faut vraiment être vu en fait, et il faut pouvoir capter justement votre internaute au fil de son parcours d'achat. Il y a une stat qui est assez importante, il y a 70% des marketeurs aujourd'hui qui assument en B2C intégrer une stratégie de contenu vraiment au sein de leur stratégie de marketing global. Ça reprend vraiment, si vous regardez et si vous vous rappelez du schéma sur la Content Factory où il y avait cette analyse des besoins au préalable, c'est ça en fait, c'est vraiment récupérer tous vos besoins et vous dire que le SEO n'est pas décorrélé de la rédaction, qui n'est pas lui-même décorrélé des RP. Nous, à l'agence, on travaille vraiment avec plein de pôles d'expertise et c'est primordial. C'est ce qui vous fera gagner du temps, c'est ce qui vous fera gagner de l'argent aussi parce que vous optimiserez vos coûts et surtout, c'est ce qui vous permettra d'être beaucoup plus visible sur tous les supports, quels qu'ils soient. Alors peut-être un mot du contexte dans lequel on a commencé toute cette aventure avec WAM. Je suis arrivé chez Assimil en 2011 et j'ai constaté qu'Assimil était très peu présent sur la toile et dans l'univers numérique d'une manière générale. Et il m'a semblé qu'il était absolument nécessaire qu'on ait une stratégie à la fois commerciale et de visibilité dans cet univers pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les libraires avaient tendance à déréférencer les produits de langue, les dictionnaires qui étaient numérisés de façon massive.
Et donc, il me semblait, on parlait du Khmer tout à l'heure, quand on fait une méthode de Khmer, il n'y a pas beaucoup de libraires qui vont référencer la méthode de Khmer, peut-être 200 ou 300 en France. Donc il est important de pouvoir vendre sur son site, sur Internet, une méthode de Khmer, par exemple. Donc ça, c'était le contexte, je dirais, dans lequel je suis arrivé. On avait un site qui n'était pas du tout, je dirais, aux normes, qu'on a refait avec Grégory, qui est présent ici dans la salle. Et puis, Grégory m'a dit, mais il faudrait aussi que vous ayez une stratégie de visibilité. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec WAM, avec Géraldine et avec David. Et cette stratégie, évidemment, elle répondait à une nécessité d'objectifs commerciaux, de trafic sur le site, et aussi une nécessité à renforcer la marque sur d'autres cibles. Je m'explique. Quand on a une société qui est née en 1929, comme la nôtre, et qu'on est présent principalement en librairie, ben au fond, on a la notoriété de la sociologie de ceux qui portent, qui viennent en librairie, qui poussent la porte d'une librairie. Et on n'était pratiquement pas connus des moins de 40 ans. Je me souviens d'une soirée dans laquelle j'ai rencontré une jeune femme qui travaillait chez Ipsos, qui travaillait sur la notoriété de marque. Elle me dit, mais toi tu travailles où? Je lui dis, chez Assimil. Elle me dit, je ne connais pas. Bon, quand vous sortez d'une soirée comme ça, vous vous posez quand même un certain nombre de questions. Et plutôt que de dépenser énormément pour l'image et la notoriété de la marque en publicité, il m'a semblé que créer un blog, avoir cette stratégie de contenu allait pouvoir répondre aussi à cette nécessité de notoriété. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a vu avec Pauline dans la conférence précédente. On avait une notoriété, mais si on descendait dans la pyramide des âges, cette notoriété se délitait. Et donc on devait informer et tout simplement renforcer notre notoriété chez les jeunes. Et puis donc pallier un taux assez faible de détention en librairie pour un certain nombre de références. Si les libraires ne veulent plus vendre un certain nombre de références, eh bien le site de la marque, le site marchand, le fera. Et un des outils pour faire la publicité de ces produits sera la stratégie de contenu. Complètement. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas résumer la Content Factory à la simple utilisation sur un blog. Dans le cas, par exemple, de Nicolas et d'Assimil, c'est ce qui a vraiment marché et fonctionné. C'est qu'il y a eu deux pans. Il y a eu vraiment le pan, on y reviendra tout à l'heure, éditorial et notoriété qui s'est joué sur le blog. Absolument. Et le pan beaucoup plus commercial, en fait, qui était guidé par ses objectifs commerciaux, qui s'est joué sur le site. Et la Content Factory que nous avons mis en place, elle a vraiment été faite transversalement en fait, entre le site et le blog. Oui. Et d'ailleurs, on a créé beaucoup de passerelles pour que l'un renvoie vers l'autre et créer cette visibilité. Le blog n'est qu'une partie, je dirais, de cette stratégie, de cette volonté. Je vous ai fait une capture écran d'un article qui n'a pas été signé d'ailleurs par WAM, pour vous montrer que le blog peut aussi servir à expliquer, à faire de la pédagogie, à retracer l'histoire de votre marque. Il se trouve que c'est une ancienne étudiante en master de l'université Louis Lumière de Lyon qui a fait cet article. Pourquoi la méthode Assimil est-elle efficace? Je lui ai demandé de faire une sorte de rétro-ingénierie pour expliquer pourquoi la méthode Assimil marche. Un jour, un journaliste américain m'a demandé pourquoi ça marchait. Je lui ai dit, bon, voilà ce qu'on imagine, mais le créateur de la méthode, en 1929, n'a pas laissé de témoignages qui nous permettent de bâtir un discours sur le plan pédagogique. Et donc, il a fallu le rebâtir. Donc, cet article dont je vous ai fait la capture écran, il a cette utilité, à la fois pour les commerciaux, à la fois pour les gens qui sont curieux de savoir comment cette pédagogie fonctionne et ce qu'en disent les sciences cognitives aujourd'hui au XXIe siècle, près d'un siècle après la création de la méthode. Le troisième, enjeu, c'est de capter l'internaute. On y revient à toutes les étapes de son processus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que marketeur, en fait, on est le miroir du parcours d'achat de l'internaute. C'est-à-dire qu'à chaque étape, il va falloir le nourrir, l'informer pour qu'il puisse avancer, l'aider à construire son parcours d'achat et qu'il puisse avancer
jusqu'à l'achat final, hein, puisqu'on est d'accord que le résultat reste quand même le premier objectif. Donc par exemple, là sur cette slide, hein, je vous ai montré qu'à chaque parcours, alors côté marketeur, hein, quand il s'agit, quand l'internaute, lui, veut découvrir, nous, on a besoin de l'informer. Par exemple, le meilleur, j'en ai cité quelques-uns, l'infographie, l'article, l'actualité permet ça. Quand l'internaute, lui, est dans une phase plutôt de conversation plutôt, il va falloir l'aider à le convaincre. Pour le convaincre, par exemple, les études de cas, les témoignages fonctionnent très bien. Et on continue comme ça dans le parcours d'achat. Hein. Quand lui est dans sa phase d'achat, nous, va falloir vendre. Et du coup, on peut lui proposer des pages offres qui sont construites, des fiches produits, des pages LinkedIn et ainsi de suite. Hein. On peut aller jusqu'à la fidélisation en proposant toujours le contenu adéquat. Finalement, c'est ce que j'ai mis entre guillemets, hein, il faut toujours avoir dans la tête, c'est créer une interaction avec l'internaute à chaque étape de son parcours d'achat. Et ça, c'est vraiment ce qu'on arrive à faire avec une Content Factory quand les besoins, dès le départ, sont vraiment ciblés. Oui, on essaie de capter l'internaute à toutes les étapes. Donc sur le blog, il s'agit plutôt d'informer, de convaincre par des articles de fond, des infographies, des conseils, des interviews. Il y a toute la typologie des articles. On va voir un certain nombre de captures aussi et de cas pratiques. Et puis sur le site, évidemment, l'objectif, c'est de convertir. Et là, la fabrique à contenu intervient, je dirais, pour des landing pages, donc c'est-à-dire des pages langues qu'on a créées sur le site, des méga-pages et des pages catégories qui répondent évidemment à des requêtes qui reviennent sans cesse quand on cherche à apprendre une langue ou quand on s'intéresse tout simplement aux langues. Oui, on le verra tout à l'heure, hein, c'est des requêtes de type apprendre l'anglais, apprendre le khmer, apprendre l'italien, voilà. Le quatrième enjeu, ça va être de gagner en notoriété, en expertise et de communiquer auprès de sa cible. Là, on rejoint complètement les ERP. Il faut savoir que selon le sujet qu'on va choisir, selon les prises de parole qu'on va décider, selon les formats, selon la régularité et la pluralité des postes, vous allez gagner en notoriété parce que plus vous serez vu sur votre marché, plus vous serez connu et plus votre image, vous pourrez la développer. Ce qui est intéressant pour la notoriété, c'est qu'on est un peu dans une boucle vertueuse, en fait. Quand on reprend le parcours d'achat, on peut presque et systématiquement se dire que quand l'internaute en est à la partie plaidoyer, finalement, lui, c'est sa fin, il va faire du bouche à oreille, il va aller convaincre les autres et on revient. Finalement, le plaidoyer va devenir en quelque sorte le lancement et la mise en considération d'un autre internaute, en fait. Comme si, finalement, vous le faites tous les jours, hein, quelqu'un vous a conseillé quelque chose et du coup, vous commencez à avoir un intérêt pour cette chose et vous repartez dans la boucle du parcours d'achat. Alors, comment ça s'est passé dans l'histoire chez Assimil, concrètement on a commencé donc il y a une dizaine d'années. Pauline parlait de la patience qu'il faut avoir. Je crois que c'est très important. On vit dans un monde de vitesse et où souvent le numérique est synonyme de rapidité, d'immédiateté. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme ça lorsqu'on décide de déployer une stratégie de contenu. Il faut être patient. À partir de 2017, l'audience a vraiment commencé à décoller. On était à plus de 500 visites par jour sur le blog. Et puis en 2023, aujourd'hui, on est à plus de 1000 visites jour en moyenne. La lettre d'information que l'on a compte 26 000 abonnés qui sont extrêmement ouvreurs, captifs. Et puis, l'autre chose aussi, on parlait d'expertise, à partir du moment où Assimil sur le blog s'exprime en tant qu'expert des langues, qui n'est pas là pour vendre sur le blog forcément un produit de façon directe, je pense que ce serait un contresens et une grave erreur que de raisonner comme ça, eh bien, on a un contact avec des experts et même avec le monde académique. Par exemple, la semaine prochaine, je vais rencontrer un laboratoire à l'école des hautes études en sciences sociales qui veut s'associer avec Assimil sur un certain nombre de projets liés aux langues. Ils ont vu sur le blog qu'on était intéressé par l'écosystème des langues au sens large et donc ils nous sollicitent pour ça. Ce qui était aussi intéressant, je vous parlais de rajeunir un peu
les lecteurs, les apprenants, les assimilistes, comme on les appelle. Le blog nous a permis cela. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça c'est une capture d'écran que je vous ai faite sur les 2 dernières années. À gauche, vous voyez que la cible 15-24, enfin la tranche d'âge 15-24 est majoritaire en termes de lectorat sur le blog. Et on a aussi un lectorat qui est principalement féminin. Donc ça, c'est important pour nous. C'est important de préparer les prochaines générations, je dirais, et de les sensibiliser à la question des langues et de l'apprentissage des langues. En termes de session, peut-être je vous dis en 2 mots ce qu'est une session. La session, c'est une unité. Si vous allez sur le blog d'Assimil et que vous restez 10 minutes et que vous allez aux toilettes et que vous revenez et que vous reprenez, que vous retournez sur le blog d'Assimil, ça sera toujours une session. Donc une session, c'est ça, c'est une unité qui a été définie, qu'on peut d'ailleurs faire changer. Donc en termes de session, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi gagné énormément de fréquentation sur mobile, ce qui n'était absolument pas le cas lorsqu'on a commencé, évidemment. Enfin, le dernier, on va dire, enjeu, qui n'est pas le moindre, c'est forcément développer votre visibilité et votre trafic. Si on prend justement Assimil, on voit que sa répartition du trafic, alors sur le blog, est issue à 80% de l'organique, du search, et à, allez, on va dire 15%, 10 à 15% selon les périodes, alors c'est sur 5 ans, qui est dû au direct. Le direct, c'est vraiment cette part de notoriété dont il parlait tout à l'heure Nicolas, à savoir quand un internaute va taper directement soit l'URL parce qu'il connaît, soit apprendre langue avec la Assimil derrière. C'est vraiment cette partie directe donc, qui impacte directement la notoriété de la marque. Et enfin, déployer l'humain et l'intelligence collective, c'est primordial aussi, et on le voit dans cette stat qui est issue d'une étude Asana qui a été réalisée en 2022. Il y a 90% des interrogés qui estiment mieux répondre aux attentes du client quand on travaille justement en intelligence collective. Nous, on le met en place chez WAM, puisqu'on crée, dès qu'une nouvelle marque arrive chez nous, on crée tout de suite des équipes avec des experts pour justement pouvoir travailler tous ensemble et répondre au mieux aux clients. Donc maintenant qu'on a vu les enjeux, la question c'est comment doit-on la mettre en place ? Ça se fait en 6 étapes, on va dire, qui vont de la définition des besoins et de la problématique jusqu'à la mesure de la performance, ce qui est l'ultime, j'ai envie de dire, phase. Alors, la première, définir les besoins et les problématiques, on y revient, c'est primordial, il faut tout de suite le faire. L'erreur serait de scinder finalement tous les besoins que vous puissiez avoir en interne et de se dire, d'un côté, il y a le brand content, de l'autre côté, il y a le content marketing, et puis vous avez également les commerciaux qui ont besoin d'autre chose, et puis les RH, et ainsi de suite. Si dans votre structure, il y a des besoins éditoriaux, essayez de tous les consolider pour pouvoir justement avoir une problématique et des besoins qui sont globaux sur lesquels vous allez vous appuyer. Ensuite, bien évidemment, monter une équipe de spécialistes. L'équipe de spécialistes, alors sans tomber dans on est tous spécialistes et on est 100 autour de la table, ça ne marchera pas, il faut rester agile, plus que jamais. Une équipe de spécialistes, et une fois que vous avez vos besoins, vous allez vous dire qu'est-ce que j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin d'un chef de projet édito, SEO ? Les deux, est-ce que j'ai besoin d'un assistant ? Est-ce que j'ai besoin d'une personne qui va juridiquement valider les choses ? Est-ce que j'ai besoin d'un graphiste ? Est-ce que j'ai besoin de regarder South Park ? Oui. Oui, aussi, parce qu'il est grand fan. J'ai même envie de le regarder plutôt que besoin. Il adore cette slide, alors il faut le noter. Voilà. Donc il faut créer votre équipe de spécialistes. Chez Assimil, voilà comment ça s'est passé, puisque je vous ai dit c'était vraiment une collaboration et c'était une Content Factory hybride. Donc ça veut dire que chacun de notre côté avions des contenus à produire. Donc on a eu besoin forcément d'un manager qui chapeaute le tout, de chef de projet. Donc du côté d'Assimil, c'est Nicolas qui a fait à la fois le manager et le chef de projet. Du côté de l'agence WAM, il y avait une manager distincte, une chef de projet SEO, un chef de projet SEO, expert justement dans son domaine, une chef de projet éditorial et une assistante chef de projet éditorial. Au niveau des rédacteurs, c'est là où on s'est vraiment partagé la charge, en fait,
puisqu'on avait 2 rédacteurs, enfin on a toujours d'ailleurs 2 rédacteurs spécialisés chez WAM, et du côté d'Assimil, il y a 2 rédacteurs aussi qui produisent, plus des intervenants extérieurs très ponctuels. Au niveau du secrétariat de rédaction, on a gardé la secrétaire de rédaction chez nous, graphiste était chez nous aussi, l'intégrateur aussi, et par contre, tout ce qui était responsabilité iconographique et de la publication, c'était Nicolas qui avait ça en main. Je dois dire que c'est une des parties les plus agréables du travail, au fond. Échanger avec des personnes sur un plan de publication, sur des sujets, apprendre ensemble, c'était quelque chose et c'est quelque chose de vraiment intéressant, de partager comme ça cette expertise, ce métier, au fond, ces métiers, c'est fantastique. Complètement, et c'est d'autant plus vrai que Nicolas est quelqu'un qui a des retours très constructifs. Hein. Donc c'est vrai que ça nous fait avancer. Nous, on a vraiment notre expertise éditoriale et content marketing. Et lui peut nous apprendre beaucoup de choses, et notamment en travaillant 10 ans avec lui, hein, on a pu vraiment progresser sur plein de domaines. Donc c'est primordial. Et la collaboration, on en revient au 6e enjeu, hein, ou 7e enjeu, je ne sais plus, qui était de déployer l'humain et de travailler collectivement. 3e étape, et pas la moindre, ça va être de définir une ligne éditoriale. C'est important, pourquoi ? Parce que vous êtes tous dans la même équipe, vous allez tous travailler ensemble, mais vous êtes nombreux. Ou en tout cas, là on l'a vu, par exemple, 4 à 5 rédacteurs. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on ait tous les mêmes données. La ligne éditoriale, alors la règle des 5 W, c'est une règle de marketing générale, mais elle s'applique, je trouve, assez bien en stratégie de contenu. Et pour proposer une ligne éditoriale, le why, hein, donc l'objectif de vos contenus. Est-ce que vos contenus sont là pour convaincre, pour acheter, pour faire acheter, pour informer tout simplement, tout ça à la fois, c'est possible aussi. Le what, les thématiques, les sujets, les formats que vous allez mettre en face de chaque besoin. Le où, bien sûr, les cibles, hein. Les cibles, voire les personas. Si vous avez j'allais dire des cibles qui sont vraiment particulières et précises et que vous estimez qu'il est important de les scinder, on peut faire du persona. C'est même conseillé. Le when, bien évidemment, c'est le rythme, hein, parce qu'on le rappelle, hein, l'un des enjeux de la Content Factory, c'est de pouvoir produire régulièrement. Ça ne veut pas dire en masse, mais ça veut dire régulièrement. Le where, les supports, hein, bien évidemment. Est-ce que vous allez faire du site, du blog, les deux ? Est-ce que vous allez avoir besoin de ça, de contenu pour vos plaquettes, vos réseaux sociaux, pour également tout ce qui est newsletter. Nicolas le fait bien dans ses newsletters. Il intègre souvent des contenus qu'il fait revivre. Et enfin, alors c'est le how, alors c'est pas un W, excusez-moi, mais il est important, c'est le ton. C'est-à-dire comment on va rédiger. À souligner aussi que le ton peut être différent d'un contenu à l'autre. On ne va pas avoir le même ton, et ça, vous pouvez faire des sous-paragraphes, on va dire. Le ton sera différent si vous êtes en train d'écrire et de rédiger un contenu qui a vocation informationnelle, vous allez avoir un ton qui est beaucoup plus pédagogique. Par contre, si vous écrivez un contenu qui a vocation de vendre, vous allez peut-être avoir un peu plus incitatif, avec beaucoup plus de call to action. Toutes ces règles, en fait, sont à définir dans une ligne éditoriale, que je laisse Nicolas parler sur la sienne de ligne éditoriale. Oui, l'objectif de la ligne éditoriale est multiple et, comment dire, sporadique. Je crois que dans une slide précédente, on disait que le blog était vu comme un couteau suisse. Vraiment, je crois que c'est la bonne expression. On a défini nos besoins en voyant un petit peu quels étaient les besoins des lecteurs et des apprenants d'Assimil. Et c'est comme ça qu'on a structuré d'ailleurs le blog avec des menus dans lesquels les contenus ont été rangés. Ça, c'est très important, cette structure aussi. C'est là où on en vient au métier, à la technique, justement. Mais en tout cas, les thématiques, évidemment, les langues comme vecteur commun, c'est le premier point. Ensuite, il m'a semblé important qu'on ait des sujets longs. On a eu cette discussion avec Géraldine il y a des années de ça, au tout début de l'aventure. J'étais absolument convaincu que les sujets longs allaient devenir de plus en plus importants en ligne. Et donc, on a fait ce pari, qui a été un pari plutôt gagnant, notamment avec des interviews assez longues. Et non seulement on a des articles courts et des articles plus longs, mais on a aussi des articles de niche ou très très grand public, on va le voir avec quelques captures, qui nous enjoignent à travailler la typologie des contenus, c'est-à-dire aussi bien des articles neutres, des entretiens, que des infographies, des actualités. Il y a même des canulars. Il y a même des canulars sur le site. Et le canular peut être un vecteur de viralité
très important. Est-ce que tu penses que le bling qui vient de sonner est un canular ou est-ce qu'il faut qu'on se dépêche? On va se dépêcher. Les cibles, c'est les amateurs de langue, les internautes, et ce qu'on appelle les assimilistes. C'est des gens qui connaissent la marque depuis toujours et qui y sont très très attachés. Et puis, il y a quelque chose qui me semble absolument essentiel, c'est le rythme. Surtout au début. Il faut publier régulièrement. Ça, c'est absolument essentiel si on veut réussir. Minimum un contenu par semaine. On parlait avec Matmut à midi de tout ça. Ils ont eu cette volonté aussi de stratégie de contenu en massifiant dès le départ le déploiement du contenu. Je pense que c'est essentiel. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier ce qu'on a fait. Un blog, ça devient comme un iceberg. Il y a une partie immergée et il ne faut pas hésiter à faire remonter la partie immergée à la surface, c'est-à-dire tout simplement republier, mettre à jour les anciens posts. Enfin, déterminer un process. Alors, je vais essayer de faire assez rapide sur la fin. Donc, déterminer un process et des outils, c'est important. Je ne sais pas si vous connaissez tous la matrice RACI, à savoir qui va faire les choses, qui va valider les choses, qui va être informé et qui va être consulté. C'est important, cette matrice, de la mettre à chaque étape du processus de création. À savoir qui va rédiger les articles, qui va être responsable, qui va être justement juste informé ou consulté, au même titre que qui va faire le calendrier éditorial, et toujours pareil, qui va être informé, qui va être consulté et qui va le réaliser et qui va le valider, c'est important. Donc à chaque étape, n'hésitez pas, et c'est même primordial, à mettre en place un RACI. Enfin, bien évidemment, le cœur, on le disait, c'est produire et suivre. Pour moi, ça tient en 6 mots: une problématique, un format, un support, une cible, une étape et un résultat. C'est-à-dire que vous allez répondre à la problématique de votre cible via un format, sur un support, à une étape, à un moment donné de son processus d'achat, pour obtenir bien évidemment votre résultat. Donc ça tient, la production tient en 6 mots. Si vous arrivez à dans un contenu, répondre à ces 6 mots, je pense que votre contenu peut être pas mal du tout. Donc, je te laisse Oui, parler, très vite. Sur le blog Assimil, donc, on a publié en 10 ans plus de 600 contenus. On n'a pas chômé, 530 billets, 200 produits par Assimil, 330 produits par l'agence WAM. Ce qui était produit par Assimil était surtout des événements, des signatures, de la présence d'auteurs à des salons, qu'on a archivés depuis d'ailleurs. Et puis sur le site Assimil, 100 contenus qui ont été rédigés par l'agence et qui contribuent à donner beaucoup plus de visibilité au magasin Assimil en ligne. Voilà, complètement. Et ce qu'on disait, c'est que chaque finalement billet renvoie généralement vers une offre qui est sur le site Assimil pour pouvoir justement convertir plus aisément. Produire et suivre, c'est ce qu'on voit. Alors là, je te laisse parler vite fait, mais en gros... Oui, ça c'est l'historique, je dirais, des contenus. Alors je ne sais pas pourquoi en 2021, je devais dormir. Je ne sais pas ce que j'ai fichu, mais j'étais un peu faiblard. Voilà. On n'a pas publié beaucoup de contenu en 2021. Ça a été une année compliquée. Je ne rentre pas dans les détails, puis on n'a plus le temps. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que vous allez voir que cette courbe, elle va suivre la courbe justement des performances qu'on va voir, et que quand il y a des contenus qui sont nombreux et diffusés, on voit que la courbe devient exponentielle. Oui. Voilà un exemple de contenu amusant, mais aussi pédagogique, qui a un succès absolument colossal, puisqu'on a 1,5 million de vues pour ce post depuis 2018, ce qui est assez incompréhensible dans un pays qui est un des pays les plus vieux du monde. Donc la drague en Italie, c'est un peu particulier aujourd'hui. Et puis, je vous parlais d'articles de niche. Voilà un article sur ce qu'on appelle une cryptolangue, le Polari, la langue secrète des homosexuels anglais. Et là, on a 3772 vues. Mais comme tu le dis si bien, on n'est jamais à l'abri d'une surprise dans la production d'articles et de contenus. Complètement. Celui-ci en est la preuve. Alors, on parlait d'articles récurrents. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle dans la presse les marronniers. Donc, le SAM, quelle langue parle le Père Noël? C'est un article, évidemment, qu'on rafraîchit et qu'on ressort à chaque fois à la période de Noël. Et puis, il y a des articles récurrents, comme celui sur les séries, notamment, qui est un vecteur intéressant pour pratiquer les langues. Ça, c'est les méga-pages
Et les pages langues qu'on a mises sur le site, peut-être je passe assez vite, mais, parce que c'est la partie la plus technique peut-être de tout ce travail, mais c'est important qu'il y ait une densification au niveau sémantique sur la homepage d'Assimil, et c'est ce qu'on s'est attaché à faire pendant ces dernières années. Enfin, mesurer les performances, bien évidemment, c'est la 6e étape de votre Content Factory. Ce qui est intéressant d'en suivre et mesurer, c'est que là j'ai fait une capture des 10 premiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des petites flèches qui montent, vertes, d'autres qui descendent, rouges. Le digital n'est pas figé, et dans une Content Factory, il faut s'autoriser et même s'imposer de retravailler ses contenus, de suivre ces contenus, de voir comment ils agissent et se dire, là, effectivement, j'ai une petite chute, je vais pouvoir le retravailler, je vais pouvoir l'illustrer, je vais pouvoir le diffuser différemment pour qu'il reprenne un petit peu de vigueur. Et ça, il faut le faire systématiquement. On le voit tout à l'heure, je vous parlais des performances liées à la production en fait, de contenu en 2017, qui a été, je pense, une année où tu as le plus produit, enfin, où nous avons le plus produit. Oui, nous. On le voit, par exemple, sur ces 10 dernières années, le blog a généré plus de 2 millions de sessions. On voit qu'il y a une accélération, mais vraiment franche, à partir de 2017, année où on a beaucoup produit. Et si on reprend ces 5 dernières années, on a quand même à une augmentation de quasi 400% des sessions, ce qui est énorme. Et on le voit, on a le même rythme, en fait, sur les pages vues générées par le blog. On est quasi à 4 millions. On va peut-être y arriver très vite. Quasi 4 millions ces 10 dernières années, pages vues générées, pardon. Et si on fait un focus sur justement les 5 dernières années, là on est quasi à 500% d'augmentation, ce qui est énorme. Et on voit toujours se décrocher en 2017 en fait, où la courbe devient exponentielle. Ce qui nous montre aussi, c'est qu'il y a toujours un temps de latence. Quand on fait des contenus, souvent, les marques nous disent « Oui, mais je ne comprends pas, j'ai produit un contenu et je ne monte pas ». Oui, c'est vrai, il faut qu'il y ait une digestion, il faut qu'il y ait un socle. Je parlais de patrimoine tout à l'heure, de patrimoine éditorial, c'est ça. On fait la base de la pyramide, vous vous rappelez de ce fameux schéma de Lego. Il y a une base de pyramide à construire, il faut qu'elle soit solide. Et au bout d'un moment, en fait, quand c'est cette notoriété qui se crée, quand il y a de la visibilité qui est de plus en plus efficiente, et du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez votre courbe qui décolle d'un seul coup, et c'est ce qui s'est passé là. Oui, je pense que c'est essentiel et qu'on peut l'observer. On l'observe aussi sur l'évolution des mots-clés. Bon, on n'a pas le temps de regarder ça dans le détail, mais vous voyez que ça suit, un volume exponentiel qui ressemble à la courbe des pages vues et des sessions. Peut-être tu peux passer, mesurer les performances, ça c'est les requêtes. Bon, on va passer aussi rapidement, mais on a gagné énormément de positions, je dirais, sur Google. On apparaît en featured snippet, on apparaît en tête pour un certain nombre de requêtes qui sont essentielles pour nous. Donc ça, c'est très bien. Ce que je voulais dire peut-être aussi en conclusion, c'est que quand vous faites un blog de qualité, vous travaillez pour le présent, vous travaillez pour le commerce, mais vous travaillez aussi pour l'avenir. Ayez conscience que votre blog, potentiellement, il va être au dépôt légal numérique à la Bibliothèque nationale de France. Et ça peut être très important, ça, parce qu'au fond, vous pourrez retracer dans des dizaines d'années l'historique de votre marque. Pour une marque comme la nôtre, qui a près de 100 ans d'existence, c'est absolument essentiel de pouvoir faire ça, je crois. Donc, il n'y a pas que des enjeux commerciaux, il y a aussi des enjeux historiques, des enjeux, civilisationnels presque, dans ce que vous faites. Évidemment, le but, c'est de capter l'attention de l'internaute. On est dans l'économie de l'attention. De faire croître son chiffre d'affaires sur le site marchand et évidemment de dépasser vos concurrents. Et je crois que Assimil a beaucoup de retard dans bien des domaines, mais s'il y a bien un domaine dans lequel on est plus fort que nos concurrents aujourd'hui, je parle de nos concurrents de briques et non pas les concurrents en pure player, c'est bien ce domaine-là. Donc, bon anniversaire à WAM. Et bon anniversaire à Assimil. Voilà. Bon anniversaire à la collaboration. Oui, et merci pour toutes ces années où on a travaillé ensemble. Merci à toi. Merci à tous les deux. Y a-t-il des questions, ou plutôt, quelles sont vos questions? Bonjour. Alors, du coup, je vais vous demander, il y a eu une augmentation à peu près de 200 000 clics
entre 2020 et 2021. Est-ce que vous savez l'expliquer Est-ce que vous savez expliquer ces chiffres? Franchement, je vais être... voilà, non, je ne sais Ok. pas, je ne sais pas l'expliquer autrement que par la pandémie. Ok. Je ne sais pas l'expliquer autrement que par la pandémie. La pandémie a fait gagner 4 années de croissance du commerce en ligne, il faut le savoir. Tout le monde était là. Les gens étaient devant leur écran, à aller chercher des informations, aller chercher aussi du divertissement. Et donc, évidemment, on a capté cette attention-là. Je parlais de l'économie de l'attention. Quand vous n'avez plus le droit de sortir et que vous n'avez plus le droit de voir des gens, ben, qu'est-ce que vous faites? Et que vous ne pouvez plus acheter de livres, parce que je rappelle qu'à un moment donné, Amazon non plus ne pouvait plus envoyer de livres. Les entrepôts étaient fermés. Donc vous vous tournez vers le web, où vous allez marcher dans votre jardin, mais c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. Donc en dehors de cet élément-là, qui est l'élément essentiel, non, je ne saurais pas l'expliquer. Ok. Il y a beaucoup de marques justement qui se sont fait un peu avoir par cette pandémie, parce que Nicolas dit on a su répondre, ils ont su répondre parce qu'ils avaient matière à répondre aussi, et qu'ils avaient produit des contenus, ça faisait déjà pas mal d'années, et que du coup à ce moment précis où d'un coup on pouvait plus acheter, on pouvait plus se rendre en librairie, Amazon ne pouvait pas livrer comme le disait Nicolas, heureusement finalement que Nicolas et le site Assimil avaient déjà anticipé presque le Covid. Mais tu as raison, parce que beaucoup se sont mais, rendus compte de l'importance ouais, d'avoir au fond c'est un ça. site, d'avoir un blog, d'avoir un patrimoine espace, digital, un patrimoine ouais. et un outil pour communiquer avec des gens. Alors, pendant la période de pandémie, je vais être très clair, il y avait des choses plus importantes que de faire du chiffre d'affaires, on est tous d'accord. Hein. Mais voilà, je pense que ça a été... beaucoup d'acteurs du web ont mangé leur pain blanc en 2020, pendant la pandémie, et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Les GAFAM licencient massivement parce que, évidemment, le trafic est revenu à une portion beaucoup plus congrue. C'est triste sur le plan social, mais c'était prévisible. Une autre question? Alors déjà, merci beaucoup. J'aimerais juste savoir si c'est possible de faire une petite traduction de marronnier et billet pour nos étudiants d'Epitech Digital, parce que je pense que ce ne sont pas des termes qui leur parlent. Bien sûr. Et aussi savoir combien de temps vous aviez mis pour faire votre socle, parce qu'effectivement, donc il y a un socle à mettre, puis par la suite, vous l'alimentez avec d'autres articles que vous avez définis ensemble. Mais déjà, le socle, étant donné qu'il est très important, combien de temps vous avez mis pour le mettre en place? Alors, marronnier, c'est un terme technique qui relève du jargon du journalisme. Un marronnier, c'est quelque chose qui va fleurir, qui va donner des fruits à un moment donné dans l'année. Et donc, si par exemple, je fais un article sur la tradition de Pâques en Italie, au moment de Pâques, c'est un marronnier. C'est un sujet sur Pâques parce que c'est le moment de Pâques. Ou un sujet sur la crucifixion, par exemple, ou sur Jésus au moment de Pâques. Vous allez voir beaucoup de choses qui vont arriver. Par exemple, Arte rediffuse sans cesse des documentaires sur Jésus au moment de Pâques. Ça, c'est un marronnier. Un sujet sur Noël, une semaine avant Noël, c'est un marronnier. Un sujet sur la francophonie au JO, ça arrive tous les 4 ans, c'est un marronnier. Voilà, ça c'est du jargon. Le deuxième terme que vous vouliez que j'explique, je ne l'ai pas entendu. Les billets. Alors un billet, ça peut être un billet d'humeur, donc c'est quelque chose qui est moins froid qu'un article purement encyclopédique qui va vous expliquer, je ne sais pas, comment partir comment partir en Erasmus. Bon, moi je suis assez partisan de faire des contenus qui soient un peu amusants de temps en temps, donc il y a toujours une petite blague qui traîne dans un coin. Et je pense que c'est important de montrer que derrière, il y a des êtres humains, il y a des écrivains, il y a des journalistes, il y a des gens qui écrivent comme ça, pas comme des intelligences artificielles, justement. On a d'autres chattes à fouetter, si je puis dire. Une dernière question très rapidement. Selon vous, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où le blog... Ici. Selon vous, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où le blog serait un vecteur de notoriété moins pertinent, moins important?
Oui, bien sûr. Après, je raisonne pas vraiment comme ça. On ne raisonne pas vraiment comme ça. Je dirais qu'à un moment donné, la stratégie va s'arrêter. On définit un plan de publication et on ne rentre pas trop dans ce détail, je dirais, de « il faut absolument que cet article nous emmène à convertir et à faire acheter quelque chose à des gens ». Je pense que ce serait une erreur, au fond. Mais oui, bien sûr qu'il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins. Mais rien ne dit que l'actualité, à un moment donné, ne va pas changer complètement la donne et faire en sorte qu'un article qui était dans les profondeurs du classement devienne un article extrêmement populaire. Je me permets de répondre en plus à ta question 10 secondes, il faut qu'on aille vite, on m'a dit. Non, moi je ne pense pas qu'il y ait de domaine de prédilection pour les blogs. Je pense, on le disait, quelle que soit la marque, quel que soit finalement, j'allais dire, le secteur d'activité, il y a un moment, il y aura toujours un parcours d'achat qui existera. Et ce parcours d'achat, il va falloir le nourrir en fait, et nourrir l'internaute, quel qu'il soit. Donc je pense que c'est plus dans le format où là, il y a des grosses diversités, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans le tourisme, on va peut-être plus utiliser des formats qui sont visuels. On est dans le médical, on va peut-être plus utiliser des formats qui sont de l'ordre de l'expertise, la vidéo, le témoignage. Voilà. Et là, on me dit dans l'oreillette qu'il faut aller super vite, donc je vais arrêter. Mais j'espère avoir répondu à ta question. Merci à tous les deux. Merci vraiment Merci à tous. pour cette explication et cette intervention.